Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce lundi 20 avril la première enquête nationale sur la cartographie scolaire en Haïti en partenariat avec le Centre national d'information géospatiale. L'objectif de cette enquête est de répertorier et de comptabiliser l'ensemble des écoles qui se trouvent dans les 10 départements du pays, suivant le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. Ministère dans le cadre d'application 12 mesures, particulièrement la mesure numéro 2, qui dit que faut toute l'école gagne au départ une carte d'identité d'établissement. Première partie, sa ministère a fait, c'est une enquête que le fait en septembre 2014, quand on est arrivé à la liste ensemble des établissements avec une bonne information sur l'école. Deuxième partie, il a utilisé technologie. Donc, enquêteur pour le muni de tablettes. Il prend différents types d'informations pour préciser première information que le ministère gagne à travers la direction planification coopération externe des PCE. Que recensement septembre 2014 a été bail. Et là, nous allons finaliser et boucler le processus ça avec enquêteur muni de tablettes qui prend information sous position géographique de l'école, sous coordonnées géoréférencées l'école, pour prendre des informations sous photo l'école par l'école, commune par commune, et puis l'on a utilisé nouvelles technologies aujourd'hui, donc télécommunication, internet, serveur, donc donner ça au fur et à mesure que collecte données a fait, il a centralisé dans la base de données, dans le serveur que le ministère a utilisé pour qu'à la fin, nous avons une base qui permet nous un recensement géolocalisé, donc toute l'école pour nous connaître côté, pour nous capables de voir visuellement et prendre des décisions de manière à améliorer qui Jean ministère là, il va décider de construire une nouvelle école pour qu'on ait exactement côté actuellement l'école pour nous connaître exactement qui risque à qui risque l'école exposée, il y a l'école peut-être qui tout près rivière, il y a l'école qui peut-être qui tout près des zones et côté il y a des glissements de terrain. Donc une bonne situation côté nous besoin d'une meilleure décision sur l'école nous. L'UNO annonce pour le 27 avril prochain la reprise de la mobilisation dans les écoles publiques en vue de contraindre le ministre de l'Éducation à respecter ses engagements vis-à-vis des organisations syndicales. Josué Mérilien, coordonnateur général de l'UNO, lance un ultimatum expirant le 24 avril au ministre Maniga pour résoudre cette crise qui aura de graves conséquences sur le fonctionnement du système scolaire. Josué Mérilien. On a dit tout enseignant, tout parent que la mobilisation qu'a faite le 27 là, c'est une mobilisation gouvernement liée. C'est le gouvernement qui va respecter même à 25%. Ça c'est comme ni un accord et accord si là qui est le 13 mai dernier, ni un accord si là qui est le 30 janvier dernier. Même à 25%, il va respecter l'engagement qui prend là. C'est ça qui fait que aujourd'hui nous obligés de prendre de l'eau pour nous, à travers un gros mouvement de mobilisation, pour nous exiger que l'État respecte l'engagement sur la yo. Donc, nous-mêmes, au niveau du dos, nous prêts. Si il y a des mesures prend rapidement pour aller vers l'engagement sur la yo, pour nous reporter la mobilisation. Mais si elle n'est pas faite d'ici le 24, nous disons dans tout le pays, nous les professeurs, pareil le 27, puis entrer dans le mouvement de mobilisation. Pour qui ça? Pour nomination sans délai, tout professeur qualifié qui était engagé à travailler comme ça pour nommer d'ici mois d'avril là. Paiement tout arrêt salaire, ça te dit, question carte d'assurance là, faut que dit qui laisse ça effectif. Question dossier UNO qui support faut qu'il traité et réponse et porté. Question gris salarial là, faut qu'il adopter et mettre provision dans le budget prochain budget pour que l'y appliquer et enseignants qui ont qualification, qui ont expérience, qui sont des joints aux prestations, ils ont joint et nous demandent tout pour à la hausse, c'est de base qui est dans le salarial là. Donc si on n'est pas fait pour porter réponse à ensemble de problèmes là qui sont mangés dans l'école qui pas clair, donc le 27 dans tout le pays pour essayer de mobiliser.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a dénoncé la décision de certaines entités syndicales de recourir une nouvelle fois à la grève en vue de pénaliser les élèves et de perturber le système scolaire. Nesmi Maniga lance un appel au sens de responsabilité et à l'éthique professionnelle des enseignants du secteur public en les exhortant à ne pas pénaliser les enfants. Le ministre Maniga lance une mise en garde aux contrevenants sous peine de sanctions prévues par la loi sur la fonction publique. Nesmi Maniga au micro de Jean-Guy Sadak Mimi. Bien sûr, il y a un point créé pour faire, mais il y a un pile point fait déjà. Et ça pour qu'on ait 11 semaines depuis le ministère annoncé, et nous témoin que gagne avec le ministère de l'Économie et des Finances plus que 2000 dossiers qui traitaient en seul coup. Donc ça, c'est un gros avancé. L'année dernière, il y a 1000 dossiers qui étaient traités, sont avancés. 40% d'augmentation salaire minimum sont avancés que liés. Moi, je pense que en pile fois, on a regardé ça que Poco fait là, qui était pour fait là, mais il faut regarder tout ça que fait déjà. D'autant plus que, mon bagage qui est très clair, son monde capable de montrer qu'ils ont un miracle ça qu'a fait pour intégrer 17 000 agents de la fonction publique, non sur l'exercice fiscal, nous avons montré ça. Jusqu'à présent, nous expliquons ça très bien. Il s'agit, dans une seule année fiscale, intégrer 17 000 ou compléter paiement 17 000 personnes, 7 000 lettres de nomination tardivement, 3 000 qui sont dans la salle de classe qui peuvent gagner lettre de nomination, environ 3 500 contractuels, enseignants contractuels du programme SUGO, à peu près le même nombre, 3 500 contractuels, programme national et nationalisation des écoles communautaires, ça va environ presque 17 000 agents dans un seul exercice fiscal. Tout accord te dit le mot graduellement. Mais moi, je comprends tout que chaque syndicat, chaque fois que vous prenez le bail en liste, pour tout le monde capable de lever, vous dit pas oublier pour que je capable de non liste qui va sortir, même pas qui la donne. Donc, moi, je pense que le ministère lui-même, le l'a fait intégration, il n'a pas gardé sous un syndicat ou sous pas un syndicat, il a gardé si son enseignant, et puis, justice, là, je pense que c'est la justice sociale, c'est pour tout le monde, que enseignant est syndiqué, que enseignant pas syndiqué. Le ministère a travaillé graduellement. Moi, comprendre que, à travers tout ça qui dit déjà, que nous expliquons déjà, mauvaise gestion recrutement depuis 20 dernières années qui gagne dans le système, qui fait que bruit qui travaille du pour la gaillonner, côté que en pile professeur qui a touché chèque l'État, pas dans la salle de classe, pas fait coup, en pile l'école, que gagne grève, que pas gagne grève, toujours en situation de grève. Nous avons fait une réunion de travail avec plusieurs présidents de philo de l'Ouest. Ils ont dit ça. Ils ont dit même sur génération autodidacte. Et c'est vrai, parce que en pile fois, professeurs qui sont dans la salle de classe, ce n'est pas eux qui jouent un chèque, ce n'est pas eux qui ont touché. Moi, je considère que c'est victime système parce que si les gens qui t'a touché sont dans la salle de classe, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont obligé. Là, sans côté malheureusement nous expliquer la situation en tout, que en pile fois, en pile élu, en pile groupe syndicat, font pile pression dans le système pour mettre des enseignants, faire entrer dans la salle de classe sans que pas gagner une lettre de nomination du ministre approuvée par le Premier ministre. C'est autour du thème « Financer les exportations d'Haïti » que le groupe Croissance a lancé ce 20 avril 2015 la 5e édition du sommet international sur la finance et la technologie appliquée. Selon Kessner Farrell, président du groupe Croissance, l'objectif de cette 5e édition est de permettre au pays d'être beaucoup plus productif sur l'échiquier mondial en matière économique, suivant Kessner Farrell. Et donc depuis 2011 nous commençons. Année ça nous décidé pour un thème financer les exportations d'Haïti. Pour qui ça nous choisit? Parce que nous connaissons que le pays a croître sur le plan démographique. Chaque année il y a plus de monde dans l'espace là, mais malheureusement on ne peut pas produire assez. Donc nous voulons provoquer la société pour nous comprendre que ce n'est pas produire seulement pour nous produire, il faut nous produire pour nous exporter tout. Donc ça demande de faire effort sur compétitivité et productivité pour nous capables d'arriver à entrer devises dans le pays. Parce que tant qu'on a plus de monde, il y a plus de demandes. Et demande c'est importation que vient donner qu'on y a là. On va importer pour 3 milliards de dollars américains pendant qu'on exporte pour moins que 1 milliard de dollars américains. Donc déficit balance commerciale là, il y a une pression que le fait sur le marché local d'échange là, dollar par rapport à good là, qui mettait une tension sur la banque centrale là, qui tout le temps prend dollar pour l'obliger à vendre good et là pour augmenter ton intérêt et ton réserve obligatoire qui vient créer une situation négative pour l'économie. Donc c'est dans ce sens ça que nous faisons un ensemble d'activités semaine ça, puisque son année électorale liée tout, matin il y a pile de discussions faites sur l'affaire budget municipal et sénateur privé Yves Bastien avec monsieur
païen, montrer nous qui est pays à la base à faire taxe au niveau municipal. Nous avons un pile de travail pour nous faire. Et comme avec l'idée à matin d'inviter un pile parti politique qui viennent là, qui candidat pour différents postes politiques, particulièrement pour mairie, qui travaille pour faire à la base pour capable améliorer les conditions de vie de la population. Pas oublier que l'année ça, nous décidé, je ne fait la première année, pour nous lancer un nouvel indicateur que les indices pour être capable d'arriver à garder exactement ce qui a passé dans la sécurité financière. Parce que la plupart des espaces dans le pays sont en situation de sécurité financière. Nous prenons 3 départements, par exemple, le Nord-Est, NIP avec Grandos, pas même 25 millions de dollars américains de ressources bancaires là-dedans. Donc comment on peut arriver, soit à vivre dans une zone ça, qui retraite mon gain, comment à vivre, et c'est ça que nous allons suivre jusqu'à 2030, ça est l'objectif de développement durable là, fond ba mon accès à services financiers de manière universelle. Même je vais parler de l'éducation, je vais parler de santé. La finance ne peut pas quitter le dehors, c'est une politique publique pour mettre en place et il faut que le gouvernement mette une stratégie pour être capable de permettre que nous améliorer les conditions de vie. Vers un numéro de portable personnel. En effet, chaque utilisateur sera identifié sur un seul numéro de portable, quelle que soit la compagnie de téléphonie mobile utilisée, annonce ce lundi le directeur du Conatel, Jean-Marie Guillaume, précise que cette nouvelle disposition s'inscrit dans le cadre du plan de portabilité qui sera lancé d'ici novembre 2015. Jean-Marie Guillaume. Donc, si mon téléphone digital aujourd'hui a besoin de NATCOM, je vais numéro de téléphone, je vais NATCOM. Si mon numéro NATCOM est digital, je vais numéro NATCOM, je vais digital. Donc, ça nous fait que la compagnie n'est pas qu'un BO en otage encore, parce qu'à n'importe quel moment, on est capable de lever ou quitter la compagnie. Et puis, on conserve mon téléphone. Donc, mon téléphone, c'est pour nous que le vient pour nous. On est capable de faire prochaine 20 années. On va changer pour un téléphone. Chaque année, on toujours le même téléphone. Donc, dossier ça, ce dossier qui est en cours, ce dossier que nous avons géré, qui a un aspect technique très pointu là-dedans, parce que il faut que deux opérateurs soient capables de reconnaître le numéro, le appel qui fait, et le numéro ça. Même si son numéro qui est digital connaît que ce n'est pas pour le numéro ça encore. Donc, il y a un bon aspect technique qui pour nous gérer et pour nous capables d'arriver à implémenter la portabilité. Et nous capable de dire aujourd'hui que la date de lancement portabilité, c'est 15 novembre 2015. Nous sommes capables, si nous ne sommes pas satisfaits avec la compagnie, meilleurs gens pour la compagnie avoir un bon service. Eh bien, c'est parce que la compagnie a n'importe quel moment capable de vous quitter, ou à quel numéro, et la compagnie a rédigé mon service. Donc, 15 novembre 2015, et pour arriver à respecter date ça, eh bien, il y a des mesures que nous prenons, que l'opérateur n'a pas d'autre choix, mais arriver à l'implémentation de la portabilité. Il y a des mesures que nous prenons parce que gagner ça au feuille de route. Dans la feuille de route, là, il y a des exigences techniques pour respecter chaque mois. En mois de mai, il y a des exigences techniques pour respecter. En mois de juin, on supposait tel côté. En mois de juillet, on supposait tel côté, ainsi de suite. Le numéro 1 du Conatel a par ailleurs indiqué que le Conseil national des télécommunications met les bouchées doubles en vue du passage prochain de la télévision analogue à la numérique, comme annoncé depuis le début de l'année 2014. La télévision nationale d'Haïti sera la première chaîne de cette transition à la numérique, un projet qui sera effectif à partir du mois de juillet 2015. Transition de télévision analogue à télévision digitale. Et toujours il y a des gens qui posent des questions sur ce dossier, qui sont aussi extrêmement importants. Je suis capable de dire aujourd'hui que malheureusement, nous devons gagner un ralentissement dans le dossier à cause de tout changement politique, etc., qui est gagné, puisque ce dossier qui demandait pour que l'État haïtien engagé, et c'est ça qui fait que pour l'État haïtien engagé, nous gagnons ça, nous les comités interministériels. Nous avons commencé à travailler avec anciens directeurs, anciens ministres, mais malheureusement, avec le changement de vie, nous prenons là nous, le processus pour nous rééduquer la nouvelle administration. Mais cependant, nous sommes capables de dire, bonne nouvelle, c'est que nous travaillons comme un ministère de tutelle, qui est le ministère des Travaux publics,
et en constante communication qu'on y a là avec le ministère communication et côté que nous travaille justement pour si on est capable d'arriver à Ouakon, côté que première station qui va digitaliser c'est RTNH. Donc Télénational, nous pensons très bientôt, et basé sur la discussion qu'a faite entre deux ministères, et TNH est capable de commencer à diffuser de manière digitale. Et je pense que probablement dans les prochains 2 à 3 mois, la population va commencer à expérimenter et transition ça avec Télénational. Donc, je pense que ça se bon bagaille. Et une fois que Télénational fait faire, et les stations privées, il y a suivi. Journée de réflexion ce lundi à l'Hôtel Caribé autour de la participation des femmes dans les prochaines compétitions électorales. Cette activité a été organisée à l'initiative du Conseil électoral provisoire de concert avec le réseau Femmes Plurielles et l'IFES. L'objectif vise à encourager la participation des femmes dans les prochaines élections au regard de la Constitution et du décret électoral selon la conseillère électorale Yolette Migroual. Bon, activité jeudi a entré dans le cadre une journée de réflexion sur promotion participation femmes dans l'élection. Son activité que le Conseil électoral provisoire a réalisé de concert avec IFES, avec le réseau Femmes Plurielles, une façon pour nous être capables de réfléchir ensemble avec femmes sur qui bon moyen pour nous utiliser pour renforcer la participation femmes dans le processus électoral là. Et c'est ça que fait nous là jeudi et pour que justement nous travaillions ensemble avec l'organisation de femmes pour encourager femmes à participer dans le processus électoral là comme électrice, comme candidate et comme administratrice au niveau de la machine électorale. Et nous gagnons plusieurs articles dans le décret électoral là qui fait promotion, participation femmes. Par exemple, l'article 100.1 du décret électoral qui mandait partis politiques pour dans la liste candidat il y a inscrit pour gagner au moins 30% femmes. Nous gagnons l'article 58 et 62 du décret électoral qui mandait pour toute cartel magistrat gagner au moins une femme, toute cartel Kazek gagner au moins une femme et puis dans le niveau AZEC tout ça dépend du nombre de candidats et qui pourraient inscrire, qui pourraient participer dans l'élection et pour que justement gagner femme en dans cartel ça. Est-ce que il y a des décisions qui pourraient prendre à l'encontre de partis politiques qui ne pas respecter l'article ça? Et article 100.1 il est clair, il dit conformément au décret électoral, les partis doivent soumettre au moins 30% de femmes au niveau de leur liste de candidats. Ça veut dire que c'est une exigence constitutionnelle. Nous considérer dans le cadre de la Constitution amendée, article 17.1, et mandé pour petit 30% femmes dans tout espace de la vie publique et politique, dans tout espace de la vie nationale. Ça veut dire que partis politiques doivent répondre à exigence constitutionnelle ça. Et c'est la première fois dans le niveau et les outils et je suis capable de dire dans le cadre juridique qui abrège l'élection, nous avons plusieurs articles qui font promotion de la participation des femmes. Et il y a l'autre article en termes de mesures incitatives par rapport à cette participation des femmes. Et c'est des innovations dans le niveau conseil électoral, là, dans le décret électoral. Là, c'est pour la première fois, j'en dis, qu'il y a un cadre légal qui a organisé l'élection, il y a autant d'articles qui inscrit par rapport à la participation des femmes. Marie-Denise Claude, de son côté, a abondé dans le même sens, encourageant le respect du quota de 30% dans les affaires du pays à différents niveaux. Au niveau du réseau pluriel, nous prenons engagement pour nous former candidats à tous ces outils pour connaître le rôle parlementaire, fonction parlementaire et qui rôle qu'elle doit jouer dans le Parlement. Nous ne pouvons pas dire que nous mettons des exigences, il faut former dans ceci, il faut former dans cela. Nous disons que ce sont femmes qui sont engagées,
qui croit que les gens input que les capoter dans le développement pays, nous disent qu'elle était femme, qu'elle était garçon, bienvenue. Seulement, nous avons des sociétés, nous avons la jeunesse de ce pays, nous avons les femmes de ce pays, les organisations de la société civile de ce pays, pour assurer dans le vote que vous allez faire que femmes et garçons que vous allez choisir pour vous représenter, c'est des gens qui ont un minimum de triture de la politique, ce n'est pas des gens qui juste viennent faire un coup et puis après ça, on pas attendre. C'est des gens que nous connaissons, nous habitués, qui font travail politique. Parce que nous avons dit depuis 1986, pas de pile monde qui arrive ni dans le Parlement, ni dans tête pays, que c'est des gens qui ont une triture politique, qui ont un fonctionnement institutionnel, qui connaissent. Je dis parce que nous faisons tout, nous faisons un pile bagaille, nous essayons tout. Aujourd'hui, essayons les femmes et les hommes qui font de la politique en Haïti. Inscription samedi dernier au bête de l'Artibonite d'une douzaine de candidats à la députation appartenant à la plateforme Bouclier qui regroupe un ensemble d'organisations et partis politiques à travers le pays, dont FOSNIP, COEGA, Mouvement pour Avancement Nord-Ouest, etc. Pour inscrire la plateforme Bouclier au bête de l'Artibonite, les responsables de cette plateforme ont voulu le faire avec trompette et tambour sur fond de chant d'engagement. Arnel Beaubrun est candidat au poste de député pour la circonscription de Verrette. Je dis à l'important pour nous avoir un signal clair avec le reste du monde là, pour nous dire au niveau paysan, nous toujours croyons dans la démocratie. Au niveau paysan, depuis de tout, nous avons une seule voie pour atteindre l'objectif nous. Pour nous porter changement en dans le pays, ça va masse, va classe défavorisée, c'est aller dans l'élection. Au niveau bouclier national, nous lançons un appel clair par les responsables politiques là, pour nous dire clair que bouclier voulait une élection inclusive, une élection participative, une élection côté masse là de exprimer volonté. Et je dis à clair, 25 ans après, juge journée jeudi, question démocratie parce que j'aime qu'à blayer dans le pays. Mais au niveau bouclier, je dis à nous dire clair. Nous avons 14 candidats au niveau du département de l'Artibonite à la députation et ainsi un candidat au Sénat au niveau département. Nous prêts pour nous entamer le combat ça. Et nous disons clair à tout le monde, bouclier lancer dans le combat démocratique, bouclier pas lancer dans la guerre. Mais si toutefois il y a la guerre tout, bouclier pas faire bac parce que nous clair cette fois-ci, il faut que masse la participe en le pouvoir d'État. Jusqu'à présent, nous avons un point d'interrogation parce qu'au niveau parti, nous avons discuté entre tout pays pour ce que nous ayons de profils candidats qui répondent avec objectif et philosophie bouclier. La plateforme Bouclier n'a qu'un but, accéder au pouvoir à tous les niveaux par le truchement d'élections libres. Les propos de Pierre Fédelin, ce dernier se lance dans la bataille électorale pour devenir le député de la circonscription de Dédunes. Ces jeunes, ils sont militants politiques et nous, qui souffrance jeunesse là, sur la population haïtienne, nous intégrons nos politiques pour nous changer ça. Parce que c'est même figure tout le temps, même résultat, on dit souvent les mêmes choses, produisent les mêmes effets. On a voulu chambarder les choses. On a voulu donner la chance aux jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir dans l'administration publique. Telle est donc ma raison qui explique ma présence pour être candidat à la libération des détenus. Effectivement, ce sont jeunes partis politiques, mais il y a des hommes qui ont une certaine compétence et de la militance. Ils ont leur vision pour le pays d'Haïti. Ils ont un projet pour 2050 pour notre Haïti, avec des grands administrateurs, grande administration, et pour Haïti fonctionner de 8h à 4h au moins, même à travers la nuit, nous avons l'administration de fonctionner, et c'est notre vision. Dans l'actualité internationale, nouveau naufrage en Méditerranée qui aurait causé la mort de plus de 700 personnes. Des corps repêchés sont arrivés lundi matin à Malte. L'Organisation internationale pour les migrations appelle à une véritable stratégie en vue de stopper cette pratique suicidaire. Pression maximale sur l'Union européenne face au drame des embarcations de migrants en Méditerranée. Les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des 28 se réunissent en urgence à Luxembourg après un nouveau naufrage qui pourrait avoir causé la mort de plus de 700 personnes. Une vingtaine de corps ont été repêchés et sont arrivés ce matin à Malte.
L'Organisation internationale pour les migrations appelle à une véritable stratégie et regrette l'arrêt de l'opération Mare Nostrum. Les moyens sont cruellement insuffisants. Le nombre de victimes augmente tout d'abord car les embarcations utilisées par les passeurs sont de plus en plus vieilles. Autre difficulté, les opérations de secours massifs sont de plus en plus difficiles à réaliser depuis l'arrêt de l'opération Mare Nostrum lancée par le gouvernement italien. Elle permettait un sauvetage sur l'ensemble de la mer. Désormais, il y a beaucoup moins de moyens avec seulement quelques gardes-côtes qui réalisent un travail héroïque au péril de leur vie pour sauver celle des autres. Il est impossible de secourir tout le monde. Tôt ce matin, un nouveau naufrage a eu lieu au large de l'île grecque de Rhodes. Cette fois, 200 personnes étaient à bord. Un premier bilan fait état de 3 morts et de 80 survivants. Et c'est à Luxembourg que se réunissent les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Gérer la crise humanitaire qui se fait sentir en Méditerranée, c'est ce défi que ces responsables vont tenter de relever. Gérer la crise humanitaire qui se déroule en Méditerranée, c'est le défi auquel doivent répondre les ministres des Affaires étrangères réunis aujourd'hui à Luxembourg. Ce week-end, environ 700 migrants ont disparu dans le naufrage d'un chalutier, une tragédie de plus aux portes de l'Italie. L'Italie qui peine à faire face à cette situation. Nous faisons face à une urgence européenne. Il n'est pas réaliste d'y répondre uniquement avec des moyens et des engagements italiens. La politique migratoire de l'Union est critiquée de toutes parts. La Suède veut renforcer Frontex, l'agence chargée de la surveillance des frontières européennes. Il faut élargir l'agence Frontex et la Suède va poursuivre sa contribution dans ce sens. Il faut également s'assurer que chaque État membre prenne sa part de responsabilité dans l'aide aux réfugiés de façon juste et équitable. Une mission de secours européenne est sur la table, mais pour le Royaume-Uni, cela risque d'inciter encore plus de migrants à rejoindre l'Europe. La priorité, c'est de susciter un sens des responsabilités commun à toute l'Europe face à ce qu'il se passe en Méditerranée. On sait bien qu'il n'existe pas de solution magique à ce problème, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre nos responsabilités ensemble. Les ministres européens des Affaires étrangères et de l'Intérieur doivent débattre de ce dossier ensemble cet après-midi. Un sommet spécial pourrait suivre dans la semaine. Un voilier s'est échoué dans l'île grecque de Rhodes. Bilan 3 morts, dont un enfant et une femme. 90 occupants du voilier ont été secourus, une trentaine hospitalisés. Le nombre des migrants qui arrivent en Grèce est à la hausse ces 10 derniers jours, alors que ce pays fait face à une crise socio-économique et financière aiguë. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.